François de Tudy, je suis conseiller technique sportif à la Fédération française de volley et nous allons parler de fidéliser en volleyball. Fidéliser, pourquoi? Pour la fédération, ses ligues, ses comités et ses clubs, c'est bien évidemment pour garder ses licenciés pratiquants, donc faire renouveler ses joueurs et ses joueuses, mais aussi garder les forces vives de son club, c'est-à-dire ses entraîneurs, ses dirigeants, bénévoles, arbitres, etc. Et évidemment garder ses jeunes, car l'avenir du club, c'est le jeune adhérent. Donc garder ses jeunes, c'est évidemment une priorité. Fidéliser ses entraîneurs et ses joueurs, c'est vraiment sur ces deux points qu'on va s'attarder sur cette petite vidéo. Alors comment? Fidéliser ses entraîneurs, c'est une priorité forcément aussi pour fidéliser ses joueurs, d'accord? Puisque si j'ai une qualité d'encadrement et que j'ai une stabilité dans la formation, mais en fait, c'est mes entraîneurs qui vont fidéliser mes joueurs, puisque ces entraîneurs, c'est l'interface, c'est eux qui sont en contact direct avec le joueur et avec le licencié. Donc, c'est fidéliser les entraîneurs, c'est l'enjeu majeur de la fidélisation des joueurs. Alors, comment je vais pouvoir les fidéliser, ces entraîneurs? D'abord, il faut que je puisse valoriser mes encadrants. Valoriser mes encadrants, c'est aussi casser l'idée reçue et la représentation que l'entraîneur des seniors est plus fort que l'entraîneur des jeunes ou qu'il y a comme ça une espèce de hiérarchie entre les entraîneurs qui correspondrait à la catégorie. Bien comprendre et bien être d'accord que l'entraîneur des U9, il est aussi important que l'entraîneur des U20 ou des seniors. Ça, c'est, à mon sens, entraîner une école de volley avec du jeune âge et de l'hétérogénéité, c'est plus difficile et ça demande encore beaucoup plus de compétences. Et on peut très bien être entraîneur expert chez les jeunes. Donc, c'est important que les clubs en prennent la mesure et soient capables de valoriser ces encadrants-là. Soit par la rémunération, en essayant d'avoir du sens sur la grille de rémunération qu'on peut avoir, mais c'est aussi valoriser d'autres manières que par la rémunération. Le deuxième point, c'est le sentiment d'appartenance et d'utilité dans le club. Donc ça, c'est la reconnaissance. Donc c'est important que l'entraîneur se sente impliqué et qu'il se sente utile. Donc toutes les reconnaissances qu'on peut lui donner, ça c'est aussi quelque chose qui va le faire continuer à entraîner et ça va nous permettre de le fidéliser. C'est valoriser sa capacité à développer, à transformer les joueurs plutôt que le résultat. Et ça, malheureusement, on a plutôt un fonctionnement où l'environnement de l'entraîneur ont plutôt tendance à l'encourager à la performance parce que c'est ça qu'on va reconnaître. Donc c'est tout l'environnement, hein, mais c'est les dirigeants, la pression aussi sur les parents, par les joueurs eux-mêmes. On a tout l'environnement qui ont tendance à valoriser plutôt le résultat, comme si le résultat allait de pair avec l'expertise et la compétence de l'entraîneur. Voilà, je crois qu'on a tous ces exemples où on peut très bien avoir une équipe forte entre les mains et pour autant ne pas arriver à faire progresser nos joueurs. Voilà, et cet entraîneur, même, les joueurs ne souhaitent pas qu'il soit reconduit. Donc, entre compétence et performance, voilà, ça ne va pas de pair. À l'inverse, notamment chez les jeunes, je peux très bien avoir un entraîneur hautement compétent qui ne va pas performer pour autant qui va transformer ses joueurs et vraiment les amener d'un point A et un point B. Donc, bien comprendre que performance et compétence de l'entraîneur ne vont pas de pair. 4, c'est la cohérence d'une politique de formation ou du projet du club. Donc que cet entraîneur, à un moment donné, ne se sente pas isolé, entraîner son équipe dans son coin, mais bien comprendre qu'il vient s'insérer dans une politique globale de formation, qui elle-même s'insère dans un projet de club, avec une équipe et un staff d'entraîneurs, avec des passerelles mises en place, et voilà. Donc à un moment donné, ce lien, l'entraîneur qui n'est pas isolé, mais qui est plutôt fédéré un groupe d'entraîneurs, dans un projet de club, ça va aussi participer à sa fidélisation. Et enfin, que le club puisse l'accompagner sur sa montée en compétences. C'est-à-dire pas seulement valoriser ses entraîneurs compétents, mais aussi prendre l'ensemble de ses entraîneurs et essayer chacun à son niveau de les faire monter en compétences. Soit évidemment en s'appuyant sur la formation externe, c'est-à-dire les formations qui sont proposées par la fédération au niveau de la ligue ou au niveau national, mais aussi la formation interne qui peut être très rapidement mis en place sur un samedi par mois autour d'un thème où tous les entraîneurs d'un même club vont se retrouver sur une table ronde pour échanger autour de ce thème et les entraîneurs un peu plus experts vont pouvoir comme ça transmettre des connaissances aux entraîneurs un peu plus inexpérimentés. Donc cette formation interne, elle peut venir en complément de la formation externe proposée par la fédération.
Ça peut être aussi prendre la forme du tutorat. Le tutorat, c'est l'entraîneur expert qui prend sous son aile un entraîneur expérimenté qui va comme ça l'accompagner et lui transmettre. Et je prendrai plusieurs exemples par rapport à tout ça, des choses qui ont été menées et qui sont des exemples qui sont à mon sens très intéressants. En football, Ajax d'Amsterdam a été expérimenté des turnovers d'entraîneurs sur les différentes catégories. Donc sur une même saison, je vais peut-être entraîner les M13 en début de saison pendant 3 mois, mais continuer sur les M17 dans un second temps pour finir la saison sur les M15. Alors, cette expérience, avec ses défauts bien évidemment, a eu le mérite quand même de sensibiliser les entraîneurs sur le fait qu'ils s'attachaient moins aux résultats de leur équipe et qu'ils allaient de fait davantage se concentrer sur le développement de leurs joueurs. Ça, c'est à mon sens très intéressant. D'autres exemples, la non-communication des classements et du score, mais aussi du score pendant la rencontre. D'accord ? Ce qui va permettre à la fois aux parents d'être moins focalisés sur les performances de leurs enfants, mais aussi de l'entraîneur lui-même, qui à un moment donné va manager d'une façon complètement différente et va davantage se concentrer plutôt sur le jeu plutôt que sur l'enjeu. Et ça c'est fondamental. Et autre expérience, c'est les plateaux interéquipes, c'est-à-dire des tournois qui sont organisés. Ça, été expérimenté en Belgique, où en fait, par exemple, 3 équipes se rejoignent sur un plateau, mais en fait, on va mélanger les 3 équipes et on va faire des oppositions et des rencontres en mélangeant les joueurs des différents clubs. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Alors, comment fidéliser en volley? Alors, en se mettant dans la peau de l'entraîneur, c'est en premier lieu de connaître ses joueurs. Ça, c'est fondamental. Donc, partir de ses motivations. Ces motivations qui peuvent être le plaisir et le jeu, mais qui peuvent être le lien social et le fait de retrouver ses amis, qui peut être aussi le fait de progresser, avoir le sentiment de maîtrise et ce sentiment de compétence, et 4, qui est de se dépenser, de se défouler, d'être en bonne santé. Donc on voit bien qu'en fonction des différents joueurs, ces 4 points, ben, on ne va pas les placer dans le même ordre. Donc c'est important pour l'entraîneur de connaître ses joueurs et de connaître un petit peu ses motivations, ce pourquoi il vient à l'entraînement. Connaître les objectifs individuels, les prendre en compte pour qu'ils puissent s'insérer dans le projet collectif commun. Alors, ces objectifs individuels, pour moi, ils peuvent être très rapidement définis sur des entretiens individuels qu'on pourrait faire, à mon sens, à 3 reprises, à la fois sur la fin de saison ou le début de saison, mais avant que la saison démarre, puis une évaluation intermédiaire avec un entretien, par exemple, à la mi-saison, au moment de Noël, puis un entretien final sur fin de saison et projection sur la saison à venir. Et pour moi, ces 3 temps d'entretien individuel, mais ça va être le moment où on va vraiment pouvoir à la fois prendre en compte les motivations, mais surtout les objectifs individuels. Et la qualité de l'entraîneur, ça va être sa qualité à prendre en compte ces objectifs individuels pour pouvoir définir le projectif collectif commun. Et je dis bien commun parce que ce n'est pas l'entraîneur qui définit seul le projet collectif. Il le fait avec l'ensemble de ses joueurs, d'accord, en cohérence avec le projet de club, mais on va parler de projet co-construit. Et ça, c'est autant de garanties que le projet soit réussi et qu'on puisse le mener à bien. Pour éviter quoi? Pour éviter que le projet d'équipe, ce soit le projet de l'entraîneur seul. D'accord? Par exemple, qui va, lui, vouloir monter, mais les joueurs vont peut-être pas manifester qu'ils veulent pas monter parce qu'ils ont peur de faire du banc ou d'être évincés du collectif. Donc, en fait, ils vont afficher oui, oui, moi, je veux bien monter. Mais finalement, c'est pas leur objectif profond et sincère. Et donc ça, le projet d'équipe qui est le projet de l'entraîneur seul, c'est le meilleur moyen de faire fausse route et de voir le projet échouer. Ça passe aussi par la qualité de l'entraîneur à diriger son équipe, c'est-à-dire à prendre en compte les statuts des joueurs. Au sein d'une même équipe, j'aurai peut-être un vétéran respecté, un jeune à potentiel, et ces deux-là seront peut-être mes 2 meilleurs joueurs. Donc comment je vais prendre ça en compte pour faire fonctionner mon groupe et amener ma cohésion de groupe? Et c'est parce que j'ai pris en compte ces statuts que je vais pouvoir définir les rôles. Et l'entraîneur, il doit définir les rôles. Est-ce que j'ai un leader social et un leader technique ou technique? Est-ce que si j'en ai pas, est-ce que j'ai un joueur qui aurait les qualités et sur lequel je pourrais l'aider à faire émerger ces qualités-là et endosser ce rôle-là? Quel capitaine je vais choisir? Quels sont mes joueurs et quels sont les rôles de chacun de mes joueurs? Ce joueur-là, plutôt Valence, joueur avant, il peut sortir du banc, par exemple, m'amener pour scorer sur une fin de set.
ou ce joueur-là, il peut m'amener du service, un passage derrière, etc. Quel que soit le rôle qu'on va attribuer, ce rôle, il doit être défini. Il doit être connu, il doit être défini avec le joueur lui-même, mais il doit aussi être connu de l'ensemble du collectif. Ça, à mon sens, c'est fondamental. Et l'entraîneur doit être garant du projet d'équipe et du cadre. Donc, en début d'année, il y a un cadre qui va être fixé, un cadre avec des consignes et des règles de vie du groupe, cadre qui sera d'autant mieux respecté qu'il va être co-construit, tout comme le projet d'équipe. Et l'entraîneur, il doit donc tenir compte de ses objectifs individuels. Il doit repréciser et contrôler que voilà, personne sort du cadre et que le projet d'équipe, on est encore tous dedans. Donc, il va rappeler les consignes. Et bien sûr, autour de ça, il doit communiquer, il doit s'adapter. Et ça va être aussi sa qualité de manager. C'est-à-dire d'échanger, de communiquer avec ses joueurs, mais aussi avec son environnement, c'est-à-dire ses dirigeants, avec les parents, avec tout l'environnement du club, et être capable sans arrêt de s'adapter par rapport à tout ça. Voilà. C'est aussi comment c'est l'entraîneur, ça va être aussi la qualité de l'entraînement qu'il va proposer. Puisque de fait, si les contenus sont adaptés au niveau, adaptés aux capacités des joueurs, de leurs points améliorés, qui va correspondre à leur motivation, qui va correspondre aux leurs objectifs individuels et à l'objectif de l'équipe, alors forcément, mes joueurs vont s'y retrouver. Et de cette qualité d'entraînement, ils vont venir à l'entraînement avec plaisir, avec une grosse motivation. Et de cette manière, l'entraîneur va pouvoir les fidéliser. Donc, est-ce que c'est formé pour performer plus tard? Est-ce que j'ai un groupe où c'est plutôt de l'entretien et on cherche à garder le niveau? Ou alors est-ce qu'on cherche vraiment à performer? Parce que là, notre objectif d'équipe, c'est la montée. Donc, c'est bien ça qui doit être très clair. Il doit y avoir une cohérence entre les contenus d'entraînement et cet objectif d'équipe. Et enfin, la quantité de l'entraînement, elle aussi, l'investissement que les joueurs vont donner et la quantité d'entraînement que je vais demander doit être en adéquation et en cohérence avec l'objectif de l'équipe. D'accord? Si j'ai une équipe d'entretien sur de la Nationale 3, peut-être que 2 entraînements, c'est suffisant. Voilà. Peut-être par contre, si j'ai une équipe de jeunes à développer avec des gros objectifs de progression, peut-être que sur ce même niveau qu'est la Nationale 3, peut-être que là, 3 entraînements avec des entraînements spécifiques et des stages pendant les vacances, une saison, une reprise plus tôt en août et une fin de saison plus tard, fin juin, peut-être que toutes ces choses-là vont être en cohérence avec les objectifs de mon équipe et les objectifs de mes joueurs. Comment? C'est aussi la qualité de la compétition. Donc, le niveau de jeu, est-ce qu'il va être bien adapté? Et il va y avoir un rapport à faire entre l'investissement qui va être fait et ce que le joueur va en retirer par rapport au plaisir et la progression. Donc, ça veut dire que l'entraîneur, il va avoir la main mise sur le temps de jeu. Il faut que le temps de jeu il soit en cohérence avec tout ça. On observe souvent qu'un tiers des joueurs ne jouent jamais le week-end en compétition, quel que soit le niveau et quel que soit l'objectif. Et c'est ça qui n'est pas cohérent. On comprend que 2 clubs qui visent la montée fassent moins de turnover. Mais qu'en est-il des 10 autres qui jouent le maintien ou qui sont déjà maintenus au mois de janvier? En jeunes notamment. On peut le comprendre, en Coupe de France, passer certains tours, on cherche à passer les tours, on peut très bien expliquer et justifier qu'on fasse moins tourner sur certains tours de la Coupe de France. Mais qu'en est-il du championnat sur le championnat régulier toute l'année ou encore plus en jeunes, on n'a pas de montée de descente, donc il n'y a pas d'enjeu. Donc il faut vraiment de la cohérence par rapport à tout ça. Et bien comprendre que les meilleurs jouent, si les meilleurs jouent beaucoup plus, forcément de fait, ils progressent plus. Et si les moins bons jouent moins, ils progressent moins. Donc le fossé finalement entre les titulaires et les remplaçants ne fait que se creuser si on manage de cette façon. Donc si je suis moins bon, si on me manage de cette façon, je vais le rester. C'est mathématique. Il y a d'autres exemples qui sont des expériences qui ont été menées qui sont aussi intéressantes par rapport à ça. Au Portugal notamment, le changement est imposé de 2 joueurs au deuxième set. Par exemple, en M13, je viens avec 6 joueurs. Et au deuxième set, les 2 joueurs qui n'ont pas joué au premier, je suis forcé, le règlement me l'impose, de les faire démarrer au second set. En Belgique, en volley en jeune, il y a un changement obligatoire à 8, puis un changement obligatoire à 16. Donc ça, c'est aussi intéressant. En jeune, tout le monde doit jouer 50% du temps réglementaire. Ça, c'est la philosophie du football belge. C'est un règlement par rapport à un temps de jeu qui est imposé chez les jeunes. Donc ça aussi, c'est des expériences menées qui doivent nous interpeller, nous faire réfléchir. Voilà. J'espère vous avoir donné des pistes de réflexion intéressantes sur la fidélisation. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.